Je passe maintenant la parole à Bruno Cotte et à Julia Minkowski qui vont évoquer le chantier relatif au sens et à l'efficacité des peines. Bruno, peut-être venez à côté quand même. Il parle après. Madame la ministre, la mission que vous nous avez assignée à Bruno Cotte et moi-même était celle d'une réflexion autour du sens et de l'efficacité des peines. Les peines doivent effectivement avoir un sens. La peine est d'abord une menace, la menace de la sanction si l'on commet une infraction. Cette menace doit être suffisamment dissuasive pour éviter les passages à l'acte et suffisamment répressive pour que le délinquant ou le criminel réponde de ses actes à hauteur de leur gravité. La menace de la sanction doit être réelle, elle doit donc être mise à exécution et la sanction doit intervenir immédiatement après avoir été prononcée. Les peines doivent aussi être efficaces. Une peine n'est efficace et utile que si elle parvient à éviter que la personne condamnée ne commette un nouveau méfait. La lutte contre la récidive est bien l'objectif ultime de toute peine. Il s'agit là d'un objectif partagé par l'ensemble de la chaîne pénale, des forces de l'ordre au personnel pénitentiaire. La peine n'est pas la loi du talion. Elle vient sanctionner, mais également protéger la société en cherchant à éviter la commission de nouvelles infractions. Nous avons également mené de nombreuses auditions au cours des dernières semaines et consulté les questionnaires remontés des juridictions. Un consensus s'est rapidement dégagé. Une peine efficace est nécessairement individualisée. Améliorer les outils pour une véritable individualisation des peines est le fil conducteur de notre rapport. Tous les acteurs ont également fait part de leur souci que cette réflexion soit empreinte de pragmatisme et de réalisme, en prenant en compte la situation de surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face. Nous avons donc cherché les solutions qui permettraient de redonner tout son sens et sa réalité au prononcé des peines d'emprisonnement, qui doivent impérativement être suivies d'une mise à exécution rapide et effective, qui doivent mieux anticiper le retour du condamné dans la société au cours de leur exécution et qui doivent être réservées au cas où la prison est indispensable. Ce rapport s'attache donc aussi à renforcer les sanctions qui peuvent être utilement prononcées chaque fois qu'une peine d'emprisonnement n'est pas indispensable. Il propose également des mesures propres à se substituer efficacement à la détention provisoire et aux courtes peines d'emprisonnement, qui sont un facteur lourd à la fois de récidive et de surpopulation carcérale. Notre rapport se présente en 4 parties, suivant l'ordre procédural. Nous considérons donc que donner tout son sens et son efficacité aux peines nécessite d'abord d'agir résolument sur le nombre de placements en détention provisoire et sur leur durée en privilégiant d'autres moyens. Deuxièmement, que l'on adopte une nouvelle conception de la peine, l'emprisonnement de courte durée laissant la place à de nouvelles peines. Que soit entrepris un important travail de simplification au stade de l'application des peines et du traitement d'un certain nombre de requêtes post-sententielles, afin que les professionnels concernés puissent se consacrer aux tâches essentielles. Et enfin, que l'on redéfinisse le régime de certaines moyennes et longues peines. Arrêtons-nous à présent sur les mesures qui nous paraissent les plus aptes à redonner du sens aux peines prononcées et qui permettent de mieux les individualiser. Tout d'abord, une connaissance beaucoup plus complète et vérifiée de la situation personnelle, familiale, sociale et pécuniaire de la personne déférée. Cette connaissance, au premier stade de l'enquête, conditionne toute la suite de la procédure. Pour ce faire, un renforcement significatif des SPIP s'impose afin que des enquêtes de personnalité de qualité soient menées au tout début de la procédure, ce qui permettra au juge d'instruction et le cas échéant au JLD de privilégier des mesures de contrôle ou, à défaut, de placement sous surveillance électronique accompagné, que ce soit lors du placement initial ou lors d'éventuelles prolongations. Il en ira de même pour les formations appelées à juger en comparutions immédiates et pour celles qui voient comparaître devant elles des prévenus libres. Nous suggérons la création d'un dossier unique de personnalité sur le modèle de ce qui existe pour les mineurs, afin que soient conservées par la justice les informations ainsi recueillies, dans le respect évidemment des droits attachés au recueil et à la conservation des données personnelles. Si ces éléments de personnalité s'avéraient insuffisants, il conviendrait d'ajourner à brève échéance le prononcé de la peine, afin de pouvoir choisir utilement entre l'éventail des peines disponibles. Cet éventail, justement, quel est-il? Je passe la parole à Bruno Cotte, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur ce sujet. Bien. Étant que c'est le point de départ de toute notre réflexion, beaucoup plus clairement et complètement informés,
grâce à un renforcement des SPIP, le tribunal pourra donc choisir entre plusieurs peines. Il pourra prononcer ce que nous avons baptisé dans le rapport la peine de probation, une nouvelle peine qui empruntera ce qu'il y a de meilleur dans le sursis avec mise à l'épreuve, souvent prononcé, et dans la contrainte pénale qui a eu quelques peines à se mettre en place. Donc une nouvelle peine, la peine de probation. Le tribunal pourra aussi prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, prononcée à titre de peine autonome ou comme aménagement d'une peine, et qui devra être accompagnée, au sens où on l'entend en termes de probation, par un fonctionnaire de probation mobile et en mesure de se rendre au domicile du condamné. C'est une peine très contraignante, il faut savoir comment elle se déroule. Le tribunal pourra également prononcer une peine de travail d'intérêt général. Bon, pas grand-chose de neuf, me direz-vous, si, car le prononcé de cette peine devrait être considérablement facilité par les services, les prestations, les propositions que fera une agence du travail d'intérêt général sur laquelle une réflexion est en cours et qu'il serait très souhaitable de créer rapidement. Le tribunal pourra aussi revenir, pourquoi pas, aux peines d'amende ou aux peines de jours amende, dont le prononcé devrait redevenir un peu plus fréquent s'il est désormais mieux informé sur les ressources du prévenu. Il pourra prononcer les peines de stage, des peines de stage redéfinies, réécrites, simplifiées, tout comme les peines d'interdiction, elles aussi redéfinies, c'est un fatras innommable, reclassées et simplifiées. Et si cela lui paraît absolument indispensable, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement. Celle-ci, dans une échelle des peines réécrites, étant à présent une peine parmi d'autres et non plus la seule peine de référence. La justice, on l'a dit, doit mettre à exécution les peines qu'elle prononce, sinon celles-ci n'ont plus de sens, et c'est un sujet d'incompréhension pour les victimes, pour l'opinion publique et pour les condamnés aussi. Si, à défaut des peines qui viennent d'être énumérées, c'est une peine d'emprisonnement qui est prononcée, il est donc logique qu'elle soit exécutée, et son exécution, généralement, se déroule dans un établissement pénitentiaire. Le tribunal veillera donc à ce que la peine d'emprisonnement, prononcée à défaut de toute autre peine, soit exécutée à bref délai. À cette fin, il délivrera, si le condamné est libre, un mandat de dépôt à effet différé, précisant la date à laquelle il convient de se présenter dans l'établissement après vérification de ses capacités d'accueil. Une meilleure organisation au plan de chaque tribunal de ce que sont les capacités d'accueil de l'établissement pénitentiaire local doit impérativement être mieux mise en place encore que cela ne l'est actuellement. Donc des échanges réguliers à l'échelon local entre les différents acteurs judiciaires et pénitentiaires permettront de définir les délais de mise sous écrou. Le tribunal, désormais mieux informé sur la personnalité du prévenu, sera mis en mesure de prononcer lui-même et d'emblée soit d'autres peines que l'emprisonnement, donc, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de peines inférieures à 2 ans, soit des peines aménagées ab initio, en précisant leur régime d'exécution. Et l'examen, bien souvent automatique, de l'aménagement des peines par le juge de l'application des peines pour les peines de moins de 2 ans pourrait donc être ramené, dans un premier temps, comme c'était le cas naguère, à 1 an, puis éventuellement supprimé, mais au terme d'un délai de 18 mois, permettant une évaluation du recours qui sera fait aux autres peines que l'emprisonnement. L'épée de Damoclès de la surpopulation carcérale est évidemment tout à fait présente. Dès lors, et dans le même temps, il est proposé d'interdire le prononcé de peines d'emprisonnement inférieures à 1 mois. Les peines d'emprisonnement égales
ou inférieures à 6 mois ne donneront plus lieu à incarcération, mais devront être exécutées sous les régimes de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique accompagné, sauf impossibilité matérielle dûment constatée par une décision spécialement motivée. Impossibilité matérielle. Les présidents des chambres correctionnelles doivent retrouver et exercer la plénitude de leurs attributions et ne pas se contenter de déclarer la culpabilité. Et il doit en aller de même pour les juges de l'application des peines et les personnels pénitentiaires, le tout dans le respect des attributions de chacun. En fin de peine, tout doit être fait pour éviter des sorties dites sèches. En matière correctionnelle, nous proposons que sur le modèle de la libération sous contrainte, qui est conservée, la libération intervienne aux 2/3 de la peine, avec mesure d'accompagnement pour la durée de la peine restant à subir, sauf avis contraire du juge de l'application des peines. En matière criminelle, il en ira de même, et la libération conditionnelle, accompagnée, interviendra aux 2/3 de la peine, sauf avis contraire du juge de l'application des peines, certaines infractions pouvant toutefois être exclues, c'est à débattre, du bénéfice de cette procédure. Enfin, il est proposé de supprimer la prise en compte de la récidive au stade post-sententiel. Les 2 dernières parties du rapport sur lesquelles je ne m'étendrai pas, c'est dommage, énumèrent un certain nombre de mesures de simplification jugées très souhaitables par les intervenants judiciaires et pénitentiaires et qui sont indispensables si l'on veut que les uns et les autres puissent se consacrer à leurs tâches prioritaires et essentielles. Vous les découvrirez donc en lisant avec passion ce rapport, et certaines devraient pouvoir être mises en œuvre législativement sans trop de difficultés. Nous tenons toutefois à insister, et à titre personnel, j'insiste une nouvelle fois, pour avoir été déjà conduit à le faire, sur l'indispensable réécriture et la restructuration du Code de procédure pénale. Et s'agissant du domaine des peines, de leur prononcé et de leur exécution, comme de leur application, sur la nécessaire redistribution qu'il convient d'opérer entre le Code pénal, le Code de procédure pénale et un futur Code pénitentiaire à lui seul. Nous pensons également qu'il est souhaitable, tout ne pouvait pas être fait, d'entreprendre à bref délai une réflexion approfondie sur des questions qui sont en lien avec le thème de notre rapport, c'est le travail en milieu carcéral, et ce sont les modalités d'exécution des peines frappant les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et qui sont radicalisées. Pour conclure, nous avons conscience, depuis longtemps en ce qui me concerne, qu'il n'existe pas dans ce domaine de la peine de solution miracle et qu'il faut savoir faire preuve de beaucoup de modestie. Mais aujourd'hui, il faut aussi faire preuve d'une totale détermination et se donner les moyens humains et matériels d'une indispensable réforme. D'autres pays, certains proches du nôtre, ont su ces dernières années notablement améliorer la prévention de la récidive et lutter efficacement, l'un conditionne un peu l'autre, contre la surpopulation carcérale, qui chez nous est plus préoccupante. Pour autant, rien n'est jamais inéluctable et totalement arrêté. Aussi, avec Julia Minkowski, nous formons beaucoup d'espoir, Madame la Ministre, dans le projet de loi qui se saisira de ces sujets. Et nous souhaitons que, pour une fois, je dis bien, puisse être débattu sereinement, dans le seul souci de l'intérêt général, des questions qui sont essentielles, sans que tel ou tel drame ou fait divers ne viennent hypothéquer un débat qui méritera, cela a été dit, d'être pragmatique et réaliste. Alors, dans l'extrême immédiat, lisez donc et relisez notre rapport pour mieux en saisir la portée et pour mieux comprendre les modalités de ce que nous proposons. Merci.